Bonjour et bienvenue à la grande édition de ce samedi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a souligné que des initiatives telles que les juridictions Gacaca, les travaux Muganda et les contrats de performance, entre guillemets, Mihigo, ont permis au Rwanda de trouver en lui-même des solutions orientées vers le développement. Le ministre Nduhungirehe l'a indiqué en Australie devant les participants à l'ouverture de la retraite des hauts responsables de ce pays. Le ministre Nduhungirehe a partager l'expérience rwandaise en matière de mise en place de mécanismes locaux pour résoudre ses propres problèmes et surmonter les défis majeurs et en tirer des opportunités menant au développement. Auparavant, le ministre Nduhungirehe s'était entretenu avec le vice-ministre australien des Affaires étrangères et du Commerce. Les échanges ont porté sur les intérêts communs entre le Rwanda et l'Australie, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement. On continue l'actualité pour parler de la clôture au Rwanda ce samedi du tournoi Inter-Camp 2025, une compétition sportive réunissant tous les réfugiés du pays. Il s'agit de la 3e édition de cet événement qui a été lancé dans le camp de Mahama situé dans le district de Kirehe à l'est du Rwanda. Cette année, le tournoi a réuni 750 athlètes répartis en 49 équipes issues de 7 camps différents, le camp de Mahama à Kirehe à l'est du Rwanda, camp de Nyabiheke également à l'est, le camp de Mugombwa au sud du pays, ceux de Kiziba et de Nkamira à l'ouest du Rwanda, le camp de transit de Gashola dans le Bugesera à l'est du pays, ainsi que les réfugiés vivant dans la ville de Kigali. Les participants se sont affrontés dans 10 disciplines sportives, le basketball, le football, le volleyball, le streetball, le karaté et le taekwondo. Le tournoi annuel offre aux enfants et aux jeunes réfugiés un espace sûr, constructif et stimulant pendant les vacances scolaires, les aidant à éviter les activités néfastes tout en inspirant une passion pour le sport. Au-delà des matchs, il sert de plateforme de sensibilisation communautaire et de développement de talents. Le Rwanda compte actuellement plus de 130 000 réfugiés, une grande partie d'entre eux étant d'origine congolaise et burundaise. On continue toujours avec l'actualité pour parler du district de Musanze, pour parler du clôture au nord du Rwanda qui a abrité ce samedi des activités conjointes entre les forces rwandaises de défense et celles de l'Ouganda visant à promouvoir la sécurité et le développement des deux pays. Ces activités ont débuté une marche du centre-ville de Musanze jusqu'au stade de ce district. Un acte symbolique de plantation d'arbres a également eu lieu devant le stade en signe de coopération entre les armées des deux pays. On continue l'actualité pour parler de la ville de Kigali qui s'est fixée pour objectif de mobiliser 80 milliards de francs rwandais à travers les impôts et les taxes. Pour atteindre ce but, il est nécessaire d'avoir une collaboration étroite entre les agents du département économique et les contribuables. Suivant les détails. Au cours de l'exercice budgétaire précédent, la ville de Kigali s'était fixé un objectif de 60 milliards de francs rwandais. Après avoir atteint cet objectif, la capitale du Rwanda a relevé ses ambitions de collecter 80 milliards, ce qui représente une augmentation de 20% des taxes et impôts prévus pour l'année budgétaire 2025-2026. La direction de la ville de Kigali a récemment réuni les agents du département de développement économique et leur a confié la mission de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. La porte-parole de la ville de Kigali, Emma Claudine Nhirenganya, explique les stratégies qui seront mises en place pour y parvenir. Ce que nous demandons, c'est de mettre un accent particulier sur le rappel destiné à ceux qui doivent s'acquitter de leurs impôts, de le leur communiquer à temps et de s'assurer qu'ils maîtrisent bien toutes les procédures. En fait, il a été constaté que la plupart de ceux qui ne payent pas les impôts comme il se doit ne le font pas intentionnellement. Souvent, ils sont absorbés par la gestion quotidienne de leurs affaires, si bien que l'échéance fiscale les dépasse. De leur côté, ces agents soulignent que parmi les défis rencontrés figure la réticence de certains commerçants qui n'ont pas encore pleinement compris l'importance de s'acquitter de leurs impôts. Toutefois, ils affirment disposer des stratégies qui permettront d'améliorer la situation par rapport aux années précédentes. Nous avons des commerçants qui opèrent en cherchant à s'approprier indûment des intérêts publics. Leurs intentions sont bien observées et suivies de près. Certaines activités
sociétés ne s'acquittent pas convenablement de leurs obligations fiscales, nous allons procéder à un recensement approfondi afin que toute activité concernée paye effectivement ses impôts. Nous avons confiance que cet objectif sera atteint, car les impôts constituent l'un des piliers du développement national. Pour l'exercice budgétaire 2025-2026, la ville de Kigali prévoit un budget dépassant 250 milliards de francs rwandais. Si elle parvient à collecter les 80 milliards attendus, elle aura mobilisé près d'un tiers de son budget total. Le Rwanda se prépare activement à accueillir le championnat du monde de cyclisme en septembre prochain. L'Office pour la promotion du développement du Rwanda encourage les participants et spectateurs à découvrir les merveilles touristiques du pays pendant cette période mémorable. Suivons les détails avec Solange Oumouelkwa. À l'approche de la date d'ouverture du championnat du monde de cyclisme qui sera organisé au Rwanda pour la toute première fois sur le sol africain, les préparatifs s'intensifient tant sur le plan des infrastructures sportives que sur celui de l'accueil des invités. Dans un communiqué, l'Office pour la promotion du développement au Rwanda a souligné que cet événement constitue une opportunité unique pour les visiteurs de découvrir le Rwanda à travers un programme spécifique qui promet le tourisme local. Le président de la Fédération rwandaise de cyclisme FERWACY, Samson Ndayishimiye, a déclaré que c'est une étape historique pour le pays et que les cyclistes rwandais doivent se préparer sérieusement à participer à ce rendez-vous mondial. Il a également appelé la population à venir assister en grand nombre à cet événement et à profiter de ce que le pays a à offrir. Les autorités de la ville de Kigali affirment que les préparatifs avancent bien tant pour les infrastructures destinées aux cyclistes que pour l'accueil des visiteurs venant des 4 coins du monde. Ce championnat ne sera pas seulement une compétition sportive, mais aussi une occasion de mettre en valeur l'image moderne et attrayante de la ville de Kigali, affirme-t-elle. Le championnat du monde de cyclisme, qui existe depuis 124 ans, se déroulera pour la toute première fois en Afrique. Il est prévu du 21 au 28 septembre sur différents parcours à travers la ville de Kigali. En plus d'être une ville moderne, classée parmi les plus propres et les plus sûres au monde, Kigali offrira un cadre exceptionnel pour cette compétition. L'Office pour la promotion du développement au Rwanda encourage d'ailleurs les visiteurs à profiter de leur séjour pour visiter les parcs nationaux, notamment le parc des volcans, célèbre pour ses gorilles de montagne, le parc de la Kagera et le parc national de Nyungwe, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui compte plus de 300 espèces d'oiseaux et contient 70% des sources d'eau du Rwanda. Ce championnat ne sera pas seulement une compétition sportive, mais aussi une célébration de la nature, de la culture et de l'hospitalité rwandaise. Les industriels qui ont participé à la foire internationale de Kigali affirment que cet événement leur a offert l'opportunité de démontrer que les produits manufacturés au Rwanda sont de qualité suffisante pour rivaliser sur le marché étranger. Suivons les détails avec Jean-Damascène Manchim. La foire internationale de Kigali, qui se déroule depuis plusieurs jours à Gikondo dans la capitale rwandaise, touche bientôt à sa fin. Durant plus de 2 semaines qu'a duré cet événement, les exposants, en particulier les industriels locaux, ont eu l'occasion de présenter et de vendre leurs produits. Ces industriels expliquaient que cette foire a constitué un excellent moyen de comparer les produits fabriqués au Rwanda à ceux importés, tant en termes de qualité que de prix. Les visiteurs de la foire affirment que les produits fabriqués au Rwanda exposés cette année se démarquent par rapport aux éditions précédentes. Ils soulignent que ces produits sont de bonne qualité, bien conçus et qui sont proposés à des prix plus abordables que ceux venus de l'étranger. Le ministère du Commerce et des Industries indique qu'il dispose d'indicateurs démontrant que les produits manufacturés au Rwanda continuent de gagner en qualité sur le marché international, comme l'a montré cette édition de la foire. La croissance des produits manufacturés au Rwanda est portée par la performance continue du secteur industriel. Le gouvernement du Rwanda s'est fixé pour objectif d'augmenter durablement la production industrielle locale avec un taux de croissance annuel visé de 10,4%. Cette contribution sera soutenue par les investissements dont la contribution au produit intérieur brut devrait atteindre
32,1% d'ici 2029. On reste toujours avec Jean-Damascène Maneshime pour parler des anciens soldats ayant servi dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Rwanda, MINUAR, en siglé en anglais, durant le génocide contre les Tutsis en 1994, qui se sont entretenus ce vendredi avec environ 250 jeunes venus de différents districts du pays au site mémorial de Gisozi. Cette rencontre visait à transmettre aux jeunes des leçons de bravoure et d'humanité afin qu'ils deviennent les piliers d'un avenir fondé sur l'histoire et les valeurs fondamentales. Ces anciens soldats ont livré des témoignages montrant qu'alors que certains pays comme la Belgique avaient décidé de retirer leurs troupes laissant les Tutsis sans défense face au massacre, d'autres militaires avaient fait le choix de rester au Rwanda. Le général-major Clayton Yeshe du Ghana a déclaré, je cite, « Nous n'avons pas choisi de rester parce que nous étions bien armés ou que nous avions une mission claire. En réalité, nous n'avions rien de tout cela. Nous sommes restés parce qu'il y avait en nous quelque chose de plus fort que les ordres ou les lois, une conscience humaine qui nous disait que quitter le Rwanda aurait été trahir notre humanité partagée. » Et à lui de continuer, nous avons été témoins pendant que les machettes tuaient des innocents. Nous avons vu des églises et lieux sacrés se transformer en chambres de mort. L'odeur de la mort nous suivait partout. Les pas des victimes, mais souvent des enfants, résonnent encore dans mon esprit. Mais au milieu de ces horreurs, nous avons aussi vu des actes de bravoure extraordinaires de la part des gens ordinaires, des Rwandais qui ont caché et protégé leurs semblables. Fin de citation. Alice Senderitou, directrice du centre dédié à la construction de la paix et de l'humanité, a déclaré que son organisation continuera de contribuer à l'éducation des jeunes aux valeurs humaines et à la préservation de la paix dans le monde, notamment en Afrique. Il a souligné que sans le courage des soldats qui ont sauvé des vies, les missions de paix n'auraient aucun sens. Il a déclaré, je cite, « Vous nous montrez qu'au-delà des ordres, ce sont les valeurs humaines qui doivent prévaloir. Votre bravoure est un exemple pour les générations futures. » Le porte-parole des forces rwandaises de défense, le général de brigade Ronald Rwivanga, a salué le courage des contingents sénégalais et ghanéens qui ont refusé de réduire leurs effectifs militaires malgré la demande de l'ONU. Il a déclaré, je cite, « Aujourd'hui, nous honorons ces officiers supérieurs, ces généraux, qui ont fait le choix de rester au Rwanda pour sauver des vies de Tutsis alors qu'ils étaient massacrés. » Fin de citation. So I stood up and I said, Henry. Les analystes qui suivent de près le développement du Rwanda 31 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis estiment que la résilience qui a conduit au succès actuel du Rwanda est un exemple qui pourrait conduire d'autres pays africains en particulier vers un développement durable. Suivons les détails avec Jean-Damascène Maneshime. Bangui, la capitale de la République centrafricaine. La circulation est intense. La population vaque normalement ses occupations, le jour comme la nuit. La cité respire la paix, après plusieurs années sombres de la guerre qui a ensanglanté ce pays. Si la population centrafricaine retient son souffle à présent, c'est que les autorités locales ont jugé bon de relever la nation avec le concours des pays amis, dont le Rwanda. Le maire de la ville de Bangui indique que son pays est résolu à poursuivre son développement en s'inspirant de certains exemples frappants, comme celui du Rwanda. C'est difficile à faire, en fait. C'est très difficile à faire. On a toujours besoin de s'inspirer des autres, vous voyez. Et rien n'est nouveau sous le chaud soleil. Tout est ancien. Hein. Et en plus de ça, souvent, la vie, c'est la photocopie des autres que vous voulez intégrer. C'est la copie des autres que vous reprenez pour améliorer. Et c'est pour cela que nous voulons rêver. Nous rêvons en Centrafrique, vous voyez. Nous sommes parmi la lanterne rouge, le pays le moins avancé, peut-être le dernier. Mais le président de la République a la ferme volonté de faire de ce pays-là un des premiers, un des modèles, tout en... Vous voyez comment le faire? Parce que souvent, quand on en parle, les gens pensent qu'on rêve. On ne rêve pas. Nous voulons imiter le Rwanda, par exemple, dans un domaine précis. Nous pensons aussi qu'en Centrafrique, nous pouvons faire ce grand pas.
Le Rwanda, une inspiration possible pour plusieurs pays africains. C'est aussi le point de vue partagé par l'écrivain français Daniel Escornet, qui apprécie entre autres comment le Rwanda a pu se remettre du passé sombre du génocide commis contre les Tutsis. Je pense que c'est pas un modèle, le Rwanda, puisque c'est une situation très singulière, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et je pense que beaucoup de regards africains sont pointés sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda. Donc, tout cela fait réfléchir la communauté africaine, et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Avec le développement de l'enseignement universitaire et surtout la formation des médecins, le Rwanda a ouvert ses portes aux étudiants africains avec la création du centre IRCAD Africa. Si le Rwanda a réussi à se remettre des conséquences du génocide commis contre les Tutsis, qu'il a lui seul arrêté dans l'abandon total de la communauté internationale, il doit se battre aujourd'hui contre certaines voix négationnistes appuyées par des personnes dérangées par le développement du Rwanda, estime l'écrivain Daniel Escornet. Il ne suffit pas seulement, me semble-t-il, de lutter contre le négationnisme. Il faut aussi maintenant faire des propositions neuves pour que le droit international bouge réellement. On ne peut pas se satisfaire qu'après un désastre aussi fort de la Convention de 1948, par exemple, il n'y ait pas de modification de cette Convention. On peut maintenant prévenir tous les processus génocidaires. Or, les processus génocidaires sont devant nous, on le voit bien. La société internationale est au bord du collapsus là, sur beaucoup de domaines. Donc, je pense qu'il faut, au contraire, que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la phase post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes, c'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire c'est un miracle et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société avec sa culture entière qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Et donc il ne suffit pas seulement de lutter contre le négationnisme, mais il suffit maintenant de comprendre vraiment, de comprendre pourquoi le Rwanda justement a surmonté cette phase tragique absolue et qu'est-ce qu'il peut apporter à la société, à la communauté internationale. Je crois qu'il faut passer à une phase offensive dans ce domaine-là. À part le développement des infrastructures sans précédent, le pays vise un développement humain sur base d'une politique inclusive qui prône l'unité et la réconciliation de tous ses fils et filles. Place maintenant à ceux qui travaillent dans la zone exemptée de véhicules dans la ville de Kigali qui se réjouissent des changements qui ont été apportés par cette zone avec notamment de nouvelles opportunités dans le commerce. Le point suivant nous en dit plus. Lancée en août 2015, la zone sans voiture de Kigali interdit la circulation des véhicules afin de privilégier la marche et le vélo dans la ville. En 2021, la zone a été réimaginée et rebaptisée Imbuga City Walk, avec des améliorations accessibles aux meilleures infrastructures et une meilleure qualité de la vie. Cette zone a été soigneusement conçue pour enrichir l'expérience piétonne. Parmi ses caractéristiques notables, on trouve de larges chemins piétonniers et des trottoirs adaptés aux cyclistes, des corridors verts paysagers, des bancs et un éclairage public avec notamment la connexion gratuite à l'Internet qui fait la joie de ceux qui s'en servent régulièrement. Moi, je fais du commerce en ligne, notamment celui des compléments alimentaires si bénéfiques pour la santé. Cette connexion Internet m'aide au travail et je parviens à faire des économies puisqu'à ce moment-là, je n'achète pas d'Internet.
Je fais bien mon travail à tout moment et au moindre coût. Et comme je suis très actif sur les réseaux sociaux, avec cette connexion, je ne suis pas obligé d'acheter toujours de l'Internet. La zone soutient les produits manufacturés au Rwanda, offrant une visibilité aux entrepreneurs locaux dans un espace sans voiture, centré sur l'humain, ce qui fait la fierté de ceux qui mènent leurs activités dans cet espace. Dukora ibijyanye n'ubugeni, ubukorikori, by'umwihariko genda artiste ushushanya amatablo. Mbere nakoreragaho bita mu Rugunga. Moi, je fais de l'art. Je suis artiste, dessinateur des tableaux variés. Avant, je travaillais depuis le quartier de Rugunga, près du cercle sportif de Kigali. Et j'ai résolu de venir ici au centre-ville, où il y a plus de clients. Dans cette zone, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, surtout qu'elle est fréquentée par des étrangers. Il est facile de faire connaissance et d'avoir de nouveaux contacts et des clients qui peuvent être permanents. La sécurité ici est totale, et rien d'étonnant comme notre pays est réputé pour sa sécurité. Avec notamment Visit Rwanda, le tourisme est valorisé et nos produits sont beaucoup achetés par les étrangers. Nous avons une clientèle assez élevée. Cette zone sans véhicule dit beaucoup dans ma vie. Depuis que je travaille ici, j'ai beaucoup évolué. Je me suis développé grâce au commerce dans cette zone. L'espace sans véhicule dans la ville de Kigali, c'est un corridor urbain sans voiture au cœur de la capitale, réaménagé pour la marche, les loisirs et l'interaction communautaire. Idéalement situé parmi des repères commerciaux, le rendant à la fois accessible et animé, l'espace est rempli d'équipements et d'attractions pour les familles, les touristes et la population locale en général. Conçu pour stimuler les entreprises locales, promouvoir la durabilité et transformer la vie urbaine, la zone met l'accent sur la mobilité piétonne, réduit la congestion et la pollution, améliorant ainsi le bien-être urbain. Le développement de ces zones s'inscrit dans la vision plus large des autorités de la ville de Kigali de créer davantage d'espaces publics orientés vers les piétons et de soutenir les infrastructures de transport écologique. Et tout cela dans une large vision du pays de développer une économie verte, rappelant d'autres politiques comme celle de l'augmentation des véhicules électriques, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du Rwanda. L'Organisation internationale de la francophonie, sous l'impulsion de sa secrétaire générale, Mme Louise Mushikiwabo, se déclare résolue à mettre les jeunes au cœur de ses priorités dans ses programmes allant jusqu'en 2027. La secrétaire générale de l'OIF affirme que les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, mais aussi le présent. Suivez. Depuis plus de 50 ans, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, met en œuvre des programmes de coopération. Son action est guidée par la conviction que le partage de la langue française peut être un puissant vecteur d'unité, d'opportunité et de dialogue entre les peuples. Depuis 2019, sous l'impulsion de Louise Mushikiwabo, 4e secrétaire générale de la francophonie, l'OIF s'est engagée dans une profonde transformation pour adapter son fonctionnement et ses programmes aux défis contemporains. Plus forte, plus pertinente et mieux structurée, l'OIF entend, avec la confiance renouvelée de ses 88 États et gouvernements, répondre aux préoccupations des millions de francophones à travers le monde, en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes. En 2023, l'OIF propose une nouvelle programmation sur 4 ans, articulée autour de 20 nouveaux projets dans 3 domaines majeurs. L'éducation et la culture, la démocratie et la bonne gouvernance, et le développement durable. Ces projets structurants doteront l'OIF de nouveaux moyens d'action pour notamment valoriser la langue française et améliorer son enseignement, renforcer les systèmes éducatifs et améliorer la visibilité des contenus culturels francophones, promouvoir l'enregistrement des faits d'état civil, l'état de droit et la démocratie, lutter contre les désordres de l'information, soutenir la paix et la stabilité, accompagner les États vers la croissance économique et la résilience climatique,
et favoriser le numérique et le tourisme durable. Pour mener à bien ces missions, les 330 agents de l'OIF travaillent au plus près du terrain, de concert avec les autorités nationales et les acteurs de la Charte de la francophonie. Ils s'appuient également sur un large réseau d'experts représentatifs de la diversité de l'espace francophone, ainsi que des organisations de la société civile. Cette nouvelle programmation, la première portée par Louise Mushikiwabo, est dotée d'un budget en augmentation de 21%. Elle affiche clairement les ambitions de l'OIF de rapprocher les peuples et de contribuer à faire vivre en français l'aspiration à un monde plus solidaire, plus pacifique et plus respectueux des diversités. Ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous. Vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine édition. Portez-vous bien.